Dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, dans 2 semaines, on va célébrer la fête de Chag HaShavuot. C'est la fête par excellence puisque ce qui fait la particularité du peuple juif, c'est bel et bien sa Torah. Et c'est en ce jour-ci, en cette date du 6 Sivan, que nous avons reçu la révélation. On a mérité de recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu, d'entendre les 10 commandements. Et c'est comme ça que Am Israël a été le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu, puisque ça a été le seul peuple à avoir répondu positivement à l'invitation d'Hachem. Quand Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah à toutes les nations du monde, elles ont refusé. Israël va dire, sans la moindre hésitation, quand la Asher Diber Hachem Naaseh venishma, tout le monde à l'unisson a proclamé en disant, on veut ta Torah. Alors, le jour où nous l'avons reçu, c'était Chag HaShavuot, et donc chaque année, on a un jour de Yom Tov, c'est un jour de fête. Et la célébration ne se fait pas avec des actions particulières comme à Sukkot ou à Pessah. À Pessah, on va manger la matzah, le maror, l'agneau pascal. À Sukkot, on va s'asseoir dans la soukha, on va prendre les arba minimes, le loulav, le etrog, le hadas, la harava. Non. À Shavuot, c'est juste un Yom Tov, tout simplement un jour de fête. Fête pour célébrer l'événement unique en son genre, Kabbalat Torah. Quel privilège d'avoir eu ce patrimoine, cette Torah qui fait de Am Israël le peuple éternel, grâce à la Torah qui est éternelle, qui rattache Israël à l'éternel. Alors, pour exprimer notre joie en ce jour-ci, on se doit de manger de bons plats. En ce jour-ci, la Gemara raconte que Rabbi Yosef allait abattre Igla Tilta, un veau qui était le meilleur, c'est la troisième naissance. Le veau qui est le troisième né est le meilleur. Eh bien, il disait, Ilav hayoma de kagarim kama Yosef ika beshuka. Si ce jour-là n'avait pas existé de Kabbalat Torah, alors des gens comme moi, ils n'en manquent pas dans la rue. Grâce à Kabbalat Torah, Am Israël est ce qu'il est. Alors, Rabotai, écoutez quelque chose. Donc maintenant, au niveau de la halakha, c'est que nous avons le minhag, comme ça dit le Rama, pour les Ashkenazim, mais c'est un minhag qui a été adopté même par les Séfarades. Je vous lis. Nohagim bekama mekomot lechol ma'achale halav beyom harishon shel Shavuot. Nous dit le Rama que le minhag, dans plusieurs endroits, c'est de manger des produits lactés, des plats lactés, le premier jour de Shavuot. Puisque lui, il était en Chutz Laaretz, il avait 2 jours. Mais nous, en Israël, on n'a qu'un seul jour. Venir Eli Atam. Et lui, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, qui a écrit les halachot pour les Ashkenazim dans le Shulchan Aruch, écrit comme ça. Il me semble la raison, Sheuk moi shnet avshilim shelokrim belel Pesach, zecher la Pesach ve zecher la Hagiga. Car Shavuot, c'est comme à Pesach. Qu'est-ce qu'on a dans le plateau du Seder? On a un œuf et on a le zéroa. C'est l'os avec un peu de viande. Pourquoi on met l'œuf et pourquoi on met le zéroa? Le zéroa, c'est en souvenir du Korban Pessah, de l'agneau pascal, qui était un agneau rôti. Alors, nous aussi, on met un os avec de la viande qui a été rôti et on met dans le plateau du Seder. Et on met aussi l'œuf. Pourquoi est-ce qu'on met l'œuf? Zecher la Hagiga, en souvenir d'un deuxième Korban qui était offert dans le Beth Amikdash. Avant de manger l'agneau pascal, on mangeait d'abord la viande du Korban Chagiga.
Alors c'est pour ça qu'on a deux aliments dans le plateau du Seder. En souvenir du Korban Chagiga et en souvenir du Korban Pessah. Ainsi dit-il, à Chag HaShavuot, il y avait un Korban particulier dans le Beth Amikdash. C'était lequel? Shtei HaLechem. On apportait deux grands pains qui étaient élaborés à partir de la nouvelle céréale, de la farine de blé, de la nouvelle récolte, des céréales nouvelles. Et c'est comme ça que on accompagnait ces deux pains de sacrifices des animaux. Ça s'appelle Shtei HaLechem, les deux grands pains. Alors, en souvenir de ce korban qui était offert le jour de Chag HaShavuot, eh bien, nous aussi, on va faire deux repas, un Bessari et un Chalavi. Et alors, quel rapport avec les deux pains? Il va nous expliquer qu'on ne peut pas manger dans un repas lacté un pain qui était sur une table de viande, là où on a mangé de la viande. Et on ne peut pas manger du pain avec de la viande si ce pain était sur une table où on a mangé du lait, on a bu du lait. Pourquoi? Car ce pain-là, il a pu absorber toutes sortes de gouttes. Si c'était sur une table de lait, il pourrait y avoir des gouttes de lait qui sont passées par là. Les gens qui ont mangé du fromage, du beurre, ils ont touché au pain. Donc dans ce pain, il y a du lait. Ensuite, tu vas le manger avec de la viande à sourd. Si c'était sur une table de viande, tu ne peux pas utiliser ce pain pour consommer du lait. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des gouttes de viande qui sont tombées dessus. Sauf si tu l'as mis complètement de côté. Mais si c'était au milieu de la table là où on servait, eh bien dans ce cas-là, il y a un fort risque que ce soit donc contaminé avec cette viande ou ce lait. Alors je vous lis. Ken ochlim ma'achal halav ve'achar kach ma'achal basar. Et c'est la raison pour laquelle on prend d'abord, on mange ma'achal halav, un plat de lait, un plat lacté, ve'achar kach ma'achal basar, un plat carné, utzrichim le'avir imahem shete lechem ala shulchan, shehu b'makom mizbeach, et on apporte donc deux pains, un pain qui va être mangé avec le repas de viande et un pain avec le repas de lait, d'abord de lait, ensuite de viande, et on va les mettre au fur et à mesure sur la table, et la table, elle ressemble à quoi les amis? Elle ressemble au Mizbeach, à l'autel du sacrifice dans le Beth Amikdash. Veyesh bazeh zikaron, lishtei halechem shehayu makrivim beyom habikurim. Et c'est comme ça que le Rama conclut ses propos en disant que ça nous rappellera les deux pains qui étaient offerts ce jour-là dans le Beth Amikdash à Shavuot. Le Mishnah Berurah rajoute ולכן נהגו לאפות לחם אחד עם חמאה. דאז בוודאי יצטרך להביא לחם אחר, לאכול עם בשר. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a l'habitude de mettre du beurre dans l'un des pains qui va être cuit et pétri avec du beurre dedans. Comme ça, ce sera le pain qui accompagnera le repas lacté. Et l'autre pain, évidemment, qui a cuit dans un tanour, dans un four où il n'y avait pas de lait, comme nous dit d'ailleurs le Mishnah Berurah, qu'il faut faire attention. Il faut brûler le four entre la cuisson du pain au beurre et le pain qui va être mangé avec la viande. Donc on a compris une première raison pourquoi c'est bien de manger des produits lactés pendant Chag HaShavuot. C'est surtout pour rappeler les deux pains qu'on a portés ce jour-là. Dans ce cas-là, il faut vraiment que ce soit quelque chose de panifié.
Pas juste de la glace, de la crème au lait ou toutes sortes de yaourts ou juste du lait ou du fromage. Il faut vraiment, ou du pain ou de la pizza, quelque chose qui est panifié en souvenir des deux pains. D'accord? Ça, c'est une explication. Autre explication qui est donnée à ce propos, c'est que les Bnei Israël ont reçu la Torah ce jour-là et ils ont reçu la mitzvah de séparer entre le lait et la viande. Et nous dit le Mishnah Brura qu'en réalité, quand les Bnei Israël ont reçu cette mitzvah, ils étaient dans l'impossibilité de manger de la viande. Pourquoi? Parce qu'il fallait maintenant préparer un couteau de shrita kasher. Il fallait ensuite retirer des abats la graisse qui est interdite. Et ensuite, il fallait saler la viande. Il fallait cachériser les kélim qui n'étaient pas cachers. Donc tout cela, ça nécessite une grande préparation. C'est pour cela que qu'est-ce qu'ils avaient à manger à ce moment-là? Le jour de Chag HaShavuot, quand ils ont reçu la Torah avec plein d'interdictions, eh bien, ce jour-là, ils ont mangé des produits lactés. C'est comme ça que dit le Mishnah Brura au nom d'un gadol. Pourquoi? Parce que, en effet, c'était problématique. Comment vous allez faire pour manger de la viande maintenant? On ne peut pas préparer en 2 temps 3 mouvements. Il faut faire la shrita, le nikur, la mliha, le arsharat hakelim, la gala. Tout cela, c'est du travail. Donc, ils ont mangé en attendant des produits lactés. Voilà pourquoi, ce jour-là, en souvenir de ce qu'ont mangé nos ancêtres ce jour-là, nous aussi, on prend quelque chose de lait. Alors, les amis, patience, je vais rentrer dans les détails petit à petit. Je sais que vous vous posez plein de questions. Mais avant de continuer, je voudrais vous dire que le thème de ce cours, c'était une excellente recette de gâteau au fromage. Et bien, Be'ezrat Hashem, ce sera pour la fin du cours, c'est le bonbon de la fin du cours. Vous recevrez de la Rabbanite Abdelhak une excellente recette. Et Be'ezrat Hashem, ce sera l'occasion de pouvoir mettre en pratique ce qu'on est en train de dire maintenant par rapport à des produits lactés à Chag HaShavuot. Donc, on a donc une autre raison. La raison, c'est que, en effet, ils ont mangé du laitage. Comme ils ont mangé du laitage ce jour-là, nous aussi, on en mange. Selon cette explication, on n'a pas besoin de manger forcément du pain qui a été cuit, pétri avec du beurre, ou du pain avec un repas lacté, même en prenant un gâteau au fromage, même en prenant un yogourt ou n'importe quel fromage ou autre, ça pourrait suffire, même un verre de lait, en souvenir d'eux. Il y a une troisième raison qui a été donnée, que cite le Rav Ovadia Yosef Zatzal au nom du Midrash, et il dit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, pour recevoir les tables de la loi, alors que s'est-il passé? Les anges se sont opposés au don de la Torah et ils ont dit à Dieu, maître du monde, pourquoi tu vas donner la Torah au Bnei Israël? Donne-la nous à nous, le monde angélique. Nous, on saura plus respecter ta Torah, plus que des humains qui la négligeront peut-être. Akadosh Baruch Hu a répondu au Malachim en disant, mais vous avez déjà transgressé la Torah. Comment? Lorsque les 3 anges ont été rendre visite à Avraham Avinu le 3e jour de la Mila, que s'est-il passé? Il leur a servi Hem'a, Vechalav, il leur a servi aussi de la viande, n'est-ce pas? Ben Abakar. Chacun a reçu une langue trempée dans la moutarde.
Il leur a dit, mais vous avez mangé un mélange de lait et viande. Vous avez déjà transgressé la Torah. Alors que le plus simple du Rav Israël, même un enfant juif, il sait qu'on ne mélange pas le lait avec la viande. Donc les bénis Israël ont plus de droits légitimes que vous sur la Torah. Eux, ils savent respecter les lois de Bassar Bechalav. Eh bien, c'est la raison pour laquelle ce jour-ci, on va manger du Chalav, on va manger du Bassar, et on va faire très attention de ne pas mélanger afin de respecter les lois de l'interdiction du mélange les viandes pour montrer aux anges que nous, juifs, nous respectons parfaitement la Torah et on est absolument apte à la recevoir. Regardez comment on fait très attention de ne pas mélanger le lait et la viande. Alors voilà, mon Révé Rabotaï, déjà, maintenant, on a entendu les raisons pour lesquelles on a ce minhag de consommer des produits lactés pendant Chag HaShavuot. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on a le droit, en temps normal, de fabriquer du pain au lait ou au beurre? Si je mets du beurre ou du lait dans ma pâte à pain, est-ce que j'ai le droit de fabriquer un pain pareil? Le Shulchan Aruch nous écrit la chose suivante. En lashin isa behalav, shema yavo leochla im basar. Il est interdit de pétrir sa pâte avec du lait ou du beurre. Pourquoi? Car il y a un risque que la personne vienne ensuite à manger ce pain avec de la viande. Comment la personne va savoir qu'il y avait dedans du lait? Écoutez la suite du Shulchan Aruch. Ve'im lash kol hapat asura afilu leochla levada. Et si la personne a pétri sa pâte avec du laitage, eh bien même manger tout seul ce pain, c'est assour. Pourquoi? Parce que, en effet, il a commis une infraction. On lui a dit de ne pas pétrir de la pâte avec du lait, par mesure de précaution. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a négligé. Il a malgré tout pétri avec du lait, sans craindre le risque de manger ce pain avec de la viande. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est interdit formellement de manger ce pain. Alors, la question est de savoir comment se fait-il qu'à Chag HaShavuot, on vient de lire maintenant qu'on a le droit de mélanger. Comment ça se fait? On vient de dire que c'est assour. Alors, comment à Chag HaShavuot, on se permet de faire un pain avec du lait dedans? Réponse, c'est que dans le Shulchan Aruch lui-même, il est écrit, écoutez ce que dit le Rama dans le Shulchan Aruch. D'abord, le Mechaber lui-même dit, Imaya davar mu'at kede achila bebatachat, o sheshinat suratapat shete nikeret shelo yochal ba basar mutar. Il y a deux raisons, il y a deux cas où c'est permis. Soit, s'il a pétri très peu de pâte, il a fait un pain ou deux juste par rapport à la nécessité pour un repas. Ça veut dire qu'on sait qu'à la fin du repas, il ne restera plus de pain. Il n'y a pas de risque de prendre des morceaux de pain qu'on va manger avec de la viande. Il ne va pas en rester. C'est dans ce cas d'avoir mouat, c'est permis. Quand on en fait peu pour une seule consommation, là c'est permis. Deuxième exception, si on lui a donné une forme bizarre, on a donné au pain une forme étrange. Les gens ils disent, mais c'est quoi ce pain? Alors, comme ils vont poser la question, on va leur dire, eh bien, parce que c'est de la pâte qui a été pétrie en mettant aussi du lait. J'ouvre une parenthèse. Si on sent très fort le goût du lait, eh bien, ça devient maisonnote. Si on ne sent pas beaucoup le goût du lait, parce qu'on a mis de l'eau et aussi du lait, dans ce cas-là, ça reste un motzi. Très bien. Alors maintenant, si c'est ainsi, on a compris.
Le rabbin lui-même continue en disant Velachem, Velachem, c'est la raison pour laquelle Nohagim la louche, Pat im chalav, Bechag HaShavuot, Ki kol ze nershav kedavar mu'at, Gam ki tzuratan meshuna misharpat. Nous dit le Rama qu'en réalité, c'est la raison pour laquelle à Chag HaShavuot, on peut se permettre de faire un pain pour le repas lacté, car on en fait peu, juste pour un repas. Dans ce cas-là, c'est permis. Deuxièmement, c'est que en plus, on lui donne une forme différente du pain de toute l'année. Puisqu'on lui donne une forme différente, il n'y a pas de risque de confusion. Voilà, Rabotaï, on a appris maintenant quelque chose concernant le pain lacté. Alors, on va maintenant aborder une autre question. Est-ce que le gâteau au fromage est permis? C'est-à-dire, un gâteau au fromage où on voit que c'est un gâteau qui est fait au fromage, donc la question ne se pose pas. C'est sûr qu'il n'y a pas de risque de confusion. Mais si c'est, par exemple, des croissants au beurre, si c'est, par exemple, un gâteau où on met dedans du lait ou de la crème fraîche, la personne, elle peut venir, elle ne sait même pas qu'il y a du lait dedans. Elle ne sait pas qu'il y a du laitage dedans. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit comme le pain? On a dit que le pain, c'est interdit de le pétrir avec du lait. Je vous pose, moi, la question, est-ce que c'est la même chose pour le gâteau? Réponse, non. Aucun rapport. Car le pain est interdit parce qu'il y a un risque de confusion, car le pain, on peut le manger avec de la viande. Mais un gâteau, généralement, il n'accompagne pas le plat de viande. Vous avez déjà vu quelqu'un qui mange de la viande avec un gâteau? Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de risque de confusion. Alors, on peut faire des gâteaux au lait, gâteaux au fromage. On a le droit, pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument aucun risque de confusion. Très bien. Alors maintenant, parlons des formules, des différentes formules possibles pour appliquer ce minhag, cette coutume du peuple juif de manger des repas lactés pendant Chag HaShavuot. Alors maintenant, j'ai dit coutume du peuple juif, mais le Rama lui-même a dit Yesh Mekomot. Il y a des communautés qui ont ce minhag, il y a des communautés qui ne l'ont pas, donc ce n'est pas une halakha obligatoire. C'est même pas une coutume pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre des laitages du tout. D'ailleurs, je me demande si les Tunisiens ont ce minhag ou pas. Je serais ravi d'apprendre est-ce qu'ils ont ce minhag, parce que je sais qu'en général, ils n'apprécient pas trop le laitage. Est-ce qu'à Shavuot, ils prennent quand même un gâteau au fromage ou autre? Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui peut me répondre à ma question? Ah, voilà, je m'y attendais. En effet, la réponse, c'est négatif. Les Tunisiens n'ont pas l'habitude de prendre des gâteaux au fromage ou des plats lactés. D'accord. Donc, en effet, voilà, donc j'ai déjà 2 témoignages que chez les Tunisiens, il n'y a pas ce minhag. Très bien. Alors maintenant, je pense qu'en Israël, puisqu'on est venu en Israël, on rentre dans l'ambiance des fêtes à l'israélienne. Alors, vous voyez, veille de Chag HaShavuot, dans toutes les pâtisseries, les gâteaux au fromage qui sont vendus à profusion. Alors, j'imagine qu'ici aussi, on a dû certainement adopter certaines nouvelles coutumes. En tout cas, pour ceux qui ont la coutume, comment doivent-ils procéder pour appliquer ce minhag? C'est-à-dire prendre du laitage sans le mélanger à la viande, car évidemment, on ne pourra pas prendre comme dessert un bon gâteau au fromage une fois qu'on a mangé un rôti de veau. On ne peut pas prendre du laitage après un repas de viande,
Alors la question est de savoir comment pratiquer cela. Alors déjà, rappelons que quand on a mangé de la viande, on ne peut pas manger immédiatement du laitage. Il faut attendre 6 heures. Mais lorsqu'on a fait le contraire, on a d'abord consommé du laitage et ensuite on veut manger de la viande. Est-ce qu'on peut manger immédiatement? Alors je vous lis le Shulchan Aruch à ce propos. Le Shulchan Aruch nous dit Mi she'achal gvina verotze lechol basar, celui qui a mangé du fromage et il veut ensuite prendre de la viande. Alors, le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut faire 3 choses. Premièrement, se retirer de la table toute trace de gvina, n'est-ce pas? Et on ne doit même pas manger sur la même nappe, il faut changer de nappe. Et ensuite, il faut manger quelque chose de dur qui va nous permettre de faire passer comment on appelle ça, toute trace de fromage qu'on avait entre les dents en mangeant quelque chose. C'est comme si on se brossait les dents. Il faut aussi boire, c'est-à-dire de l'eau ou n'importe quelle boisson pour rincer la bouche. Comment ça s'appelle en hébreu? Quinoa, rinçage, hadaha, nettoyage. Donc le rinçage avec du liquide, nettoyage avec du solide, et c'est comme ça qu'on va nettoyer ses dents pour pas qu'il y ait à l'intérieur des bribes de fromage. Également, vérifier ses mains, nous dit le Shulchan Aruch, livdok et hayadayim, s'il n'y a pas dessus encore quelque chose qui reste. Et la nuit où on est dans l'obscurité, si par exemple on a mangé du fromage et on veut prendre ensuite de la viande, on est obligé de se laver les mains entre les deux. Et le Shach, il dit que même en journée, systématiquement, se laver les mains entre la consommation du fromage qu'on a pris avec les mains et la viande. Maintenant, le Mishnah Berurah dit que on peut dans le même repas systématiquement passer du laitage à la viande. Il faut juste changer la nappe, changer le pain, se rincer la bouche, se nettoyer la bouche, comme j'ai dit, avec du solide et se laver les mains. Répétons, 5 précautions: changer de nappe, changer de pain, se rincer la bouche, se nettoyer la bouche avec du solide et se laver les mains. Le Zohar HaKadosh dit que ça ne suffit pas. Le Zohar HaKadosh exige d'abord de faire Birkat Hamazon et d'attendre 1 heure entre le laitage et la viande. Ça, c'est d'après le Zohar HaKadosh. Alors maintenant, les Ashkenazim, eux, ils ont un peu plus de rigueur au niveau du fromage dur. Par rapport au fromage dur, les Ashkenazim, ils ont 2 chitotes. Ceux qui attendent 1 heure après avoir mangé du fromage dur pour pouvoir manger de la viande, et il y a ceux qui attendent 6 heures carrément après avoir mangé du fromage dur. Chez les Sfaradim, il y a ceux qui sont mahmir comme les Ashkenazim, et il y a ceux qui n'attendent pas du tout entre le laitage et la viande, c'est-à-dire même du fromage dur, ils mangent tout de suite après, c'est-à-dire ils se nettoient, comme on a dit, avec du solide. Ils mangent par exemple quelque chose qui va permettre de nettoyer les dents, et pareil, ils vont boire, et ensuite ils prennent de la viande. Alors maintenant les amis, si on veut tenir compte du Zohar, il ne faut pas manger dans le même repas d'abord du laitage et ensuite de la viande. Car il faut Birkat Hamazon entre les deux. D'accord? Et même attendre 1 heure si on fait d'après le Zohar. Et si on ne va pas d'après le Zohar, si on suit le Mishnah Berurah, on n'a besoin de rien. On peut commencer un repas halavi et terminer avec Bessari, juste en respectant les précautions, changer de nappe, changer de pain, se laver les mains, se laver la bouche,
et se nettoyer la bouche. Alors les amis, maintenant, voilà, on a compris la formule, une des formules. Autre formule, c'est par exemple, surtout des gens qui ont veillé. Ça leur arrive plus facilement. Vous savez que les hommes, normalement, étudient la Torah pendant toute la nuit de Shavuot. C'est la veillée. Alors le matin, après la prière, ils sont fatigués. Alors ils font d'abord un kiddush. Et à ce moment-là, on mange un bon gâteau au fromage, avec un yaourt, avec un café au lait. On prend du laitage. Après le kiddush. Mais attention, il faut manger kazaït. Un kazaït, un volume de 27 grammes au moins de gâteau pour pouvoir faire la bracha de la Myriam à la Kalkala, mais surtout pour que le kiddush soit valable. Car pour qu'un kiddush soit valable, il faut qu'il soit suivi d'une serouda. Pas besoin d'une grande serouda, même manger 30 grammes de gâteau ou de crackers, ça s'appelle aussi serouda pour le kiddush. Eh bien, les amis, c'est la raison pour laquelle on pourra agir ainsi. Le matin, avant d'aller faire la sieste, après la veillée, on fait un kiddush, on mange un bon gâteau au fromage, et après, on va se détendre. 1 heure après, au moins, si on veut faire la sieste, 3 heures, et après cela, on passe à table pour le repas de midi, le repas de Chag HaShavuot, évidemment, un repas carné avec de la bonne viande et du bon vin. Si on a envie de faire un repas entièrement halavi, si on a envie de faire un repas entièrement halavi, alors le mieux serait de faire le repas halavi la nuit, plutôt que le jour, c'est-à-dire le soir de Shavuot, pas le midi. Car d'après Rambam, la mitzvah de Besamarta Bechagecha Veita Arsameach, cette mitzvah de se réjouir pendant les fêtes, c'est une mitzvah qui s'applique surtout en journée. Et comme dit Rambam, En simcha ela bebassar veyayin, que même de nos jours où on n'a plus le Beth Amikdash et qu'on ne peut plus offrir le sacrifice du Korban Shlamim, malgré tout, manger de la viande et boire du vin, c'est une mitzvah, parce que ça donne de la simcha, ça procure de la joie. Qu'est-ce que vous voyez dans les mariages? En général, quel est le plat principal d'un mariage? C'est le plat de viande et le vin qui arrose les invités. Donc, on voit que à chaque fois qu'on voudrait organiser une serouda de simcha, eh bien, on le fait avec un repas de viande. Donc, à choisir entre les deux, mieux vaut faire le repas lacté le soir et le repas carné en journée à midi. Voilà donc une autre formule. Et comme Chag HaShavuot, on vient de le dire, c'est le moment où on doit exprimer notre joie à Kadosh Baruch Hu, en lui montrant que, en effet, la Torah qu'il nous a donnée, ce n'est pas juste ce n'est pas chas v'shalom un fardeau, bien au contraire, c'est une joie pour nous, un grand bonheur, et on le célèbre au travers des bons repas de Chag HaShavuot. Alors,